Bonsoir à tous. Louis Blin, je vais introduire cette soirée consacrée à l'Arabie Saoudite et à la littérature de ce pays qui est méconnu et mal aimé en France. Et je crois que ce soir, nous aurons la chance, grâce à deux écrivains, de mieux le connaître et peut-être pour beaucoup de découvrir que là-bas, comme ici, rien n'est simple. C'est un pays divers avec beaucoup de surprises pour celui qui a des idées préconçues comme la plupart d'entre nous et qui le découvrent. Donc, nous avons ce soir Fatiha Dazi à ma gauche, qui est une universitaire et chercheur résidente à Paris et qui publie un livre qui se veut une introduction. En fait, c'est un très bon moyen pour ceux qui ne connaissent pas ce pays de se répondre à toutes les questions, puisqu'il y en a 100. Il y a 100 réponses. Donc, vous trouverez votre bonheur pour tous ceux qui veulent savoir ce qui se passe là-bas, y compris dans la société. La société, c'est le thème du roman de Hana Hijazi, qui est à ma droite, qui est donc saoudienne et qui est un médecin exerçant à Jeddah, en Arabie Saoudite. Dans son livre, qui est un roman publié sur place et autorisé, lu, et qui a même eu une bonne critique et qui est très bien accueilli en Arabie Saoudite, bien dans ce livre, vous verrez un peu ce que vous pensez, puisque évidemment il s'agit d'une situation difficile pour les femmes en Arabie Saoudite, mais aussi vous découvrirez que ces femmes qu'on dit soumises ou bien toujours victimes, eh bien, peuvent elles aussi, comme toutes les femmes du monde entier, se rebeller. Et de quelle manière? Eh bien, vous le découvrirez à la lecture du livre. Mais en fait, ma voisine pourra vous montrer qu'on peut être femme saoudienne et moderne, tout simplement. Donc, on est ici avec une auteure qui n'est pas forcément optimiste, puisque évidemment la société saoudienne est une société dure pour les femmes, mais le fait qu'elle puisse publier et être même éditorialiste dans le principal quotidien du pays, Riyad, montre que les esprits là-bas ne sont pas tous obscurantistes, comme ce que souvent on peut lire. Donc c'est un roman qui participe d'un courant littéraire. Hana Hijazi est un auteur, mais il y en a d'autres en Arabie Saoudite, que ce soit dans le domaine artistique ou littéraire, et il y a une vie intellectuelle très brillante et dynamique, et donc un public. Parce que, bien sûr, le public saoudien est maintenant probablement celui qui lit le plus dans le monde arabe. Donc, on a de nombreux auteurs qui sont malheureusement très peu traduits, et je remercie l'Harmattan d'avoir accepté de traduire ce roman qui permettra au public français de découvrir la littérature saoudienne qui est de plus en plus riche. Donc littérature et aussi société, une société qui n'est pas non plus une société figée, une société avec donc une capacité d'autocritique qui rend optimiste pour son avenir. Donc je vais passer maintenant la parole à Hana Hijazi, qui nous parlera en anglais, mais bien sûr, on pourra faire la traduction avec Philippe Michkowski, qui est le brillant traducteur de ce roman et qui nous aidera à faire donc la traduction ce soir. Je vous remercie et je passe tout de suite la parole à Hana. بالعربي عفوا او بالانجليزي مثل ما بدك. ما انا عارف خلص
سعيدة أنا بوجودي هنا في باريس. أول مرة يترجم كتاب لي بلغة أجنبية. يهمني إنه يتعرف القارئ الفرنسي على رواية عربية من يمكن أكثر كمان من السعودية. إحنا بالنسبة لكم عالم مغلق، ما تعرفوا عنه شيء. نظرة العالم للسعودية نظرة جدا سوداء. Et donc bonjour, je suis très ravi d'être là. C'est la première fois que un de mes livres est traduit dans une langue étrangère, et je suis content que cela permette aux Français de découvrir cette société qui est très fermée, beaucoup plus fermée que votre société, et le regard du monde sur notre pays est plutôt noir ou pessimiste ou noircissant. Voilà. ويمكن إذا قرأت الرواية حتزداد النظرة سوء. لكن مو هذا القصد من كتابة هذا الكتاب، مش إنه تزداد نظرة العالم لبلدي بشكل أسوأ. الغرض من كتابة رواية بهذه الطريقة إنه إحنا عندنا مشاكلنا أكيد في السعودية، مشاكل المرأة كثيرة، قوانين كثيرة ضدها، لكن إنه أستطيع إني أكتب رواية بهذا الشكل وإنها تنشر وإنها موجودة في المكتبات السعودية. هذا يدل إنه في بصيص أمل، يعني إنه في تغيير وفي المجتمع متقبل إنه يقرأ رواية زي روايتي بدون ما يحاكمني وبدون ما يسبب لي أي مشاكل. Donc ce regard noir sur la société saoudienne va probablement augmenter si vous lisez ce livre. Et pourtant, et c'est vrai, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes pour les femmes en Arabie Saoudite, des lois et des réalités sociales qui sont extrêmement défavorables aux femmes. Mais le simple fait que je puisse écrire ce livre et que je ne suis pas arrêté, que je ne suis pas emprisonné, qu'il est diffusé en Arabie Saoudite, qu'il trouve son public et qu'il est lu, prouve qu'il y a un espoir au bout du tunnel ou une lumière au bout du tunnel, et que donc les choses peuvent bouger. الرواية أحداثها تدور في مدينة جدة. جدة هي للي ما يعرفها هي تاني أكبر مدينة في السعودية. تركيبتها الاجتماعية مختلفة يمكن عن أي مدينة أخرى، لأنه هي البوابة لمكة، ومكة زي ما يعني ما هو معروف هي قبلة العالم للمسلمين، فيجوها من كل أنحاء العالم. يعني وجزء منهم من أجيال كثيرة استقروا في هذه في مدينتي يعني. فإحنا متعودين، إحنا مدينة ساحلية، متعودين إنه نشوف مختلف يعني أصناف البشر، بالإضافة إنه المدينة نفسها تركيبتها إنه اللي عايشين فيها قادمين من مختلف أنحاء العالم وعايشين فيها يعني من أجيال طويلة. فهذا اللي يخليها مدينة مختلفة بالنسبة للسعودية، لأنه دائما هي أكثر شوية تحررا من بقية المدن. لكن هذا ما يمنع أنه أيضا موجود فيها أطياف محافظة كثير، لأنه قادمة تكون مثلا من الداخل السعودي اللي فيها المحافظين يعني أكثر. فهذا اللي يخليها مدينة متنوعة وغنية وفيها كل الأطياف. Donc le récit se déroule à Jeddah, qui est la deuxième ville du pays, avec des structures sociales qui sont assez particulières.
parce que c'est la ville à la fois près de la Mecque et en même temps sur la mer. Donc c'est la ville ouverte déjà par la proximité de la mer sur le monde, et encore plus ouverte sur le monde du fait que les pèlerins arrivent par là. Et qu'il y a beaucoup de gens qui sont donc venus en pèlerinage, qui se sont installés, qui se sont restés. Donc c'est une ville la plus cosmopolite du pays, avec une richesse culturelle plus grande qu'ailleurs. Et donc c'est une ville traditionnellement plus libre et une ville aussi très riche, mais aussi une ville où il y a des gens conservateurs qui sont venus de l'intérieur du pays, qui se sont installés et qui, eux, représentent plutôt une culture conservatrice et plus renfermée. Et donc, c'est aussi un peu, d'ailleurs, je rajoute une note en bas de page de mon propre cru, c'est aussi un peu l'histoire qu'on trouve dans le livre, cette contradiction, ce contraste entre deux univers qui se rencontrent dans la même ville. On continuera tout à l'heure avec vos questions à Hana Ijadi. Je passe la parole maintenant à Fatiha Daziani qui va nous parler d'une partie de son livre. Je pense que le débat de ce soir est plutôt consacré à la société, n'est-ce pas, Fatiha? Bien sûr. Je voudrais d'abord toujours réagir au livre de Hana que j'ai lu et que j'ai trouvé absolument poignant et magnifique. Moi, je vous invite à lire parce que c'est une vraie compréhension de la diversité, de la complexité de la société saoudienne. Et comme le disait très bien Philippe tout à l'heure, c'est la rencontre donc de deux femmes issues de milieux sociaux différents. Leïla, visiblement, est issue d'un milieu traditionnel bédouin, tribal du centre du pays, donc, et qui a atterri à Jeddah avec sa famille. Et elle rencontre Mara, c'est ça, hein, Maram, qui elle est Jeddaote et qui représente vraiment le type même de femme Jeddaote, ouverte sur le monde, extrêmement cultivée, une intellectuelle brillante. Et c'est la rencontre de ces deux femmes qui vont devenir très amies et puis qui vont être très proches du fait de la souffrance réciproque. Parce que Leïla, elle, alors peut-être que, je ne sais pas, peut-être que c'est une caricature, mais Leïla a un père extrêmement violent, ultra traditionnel, qui s'oppose au mariage de sa fille avec le prétendant qu'elle aime, parce qu'il n'a pas de généalogie tribale, il n'a pas de nasab. Hein. Et ça, c'est extrêmement important, c'est structurant dans la société saoudienne, infiniment plus que l'appartenance aux religieux. C'est-à-dire que c'est ça qui ségrègue vraiment la société saoudienne. Lorsque une famille n'a pas de nasab, de généalogie tribale, il est impossible pour elle de pouvoir épouser quelqu'un qui a justement une appartenance tribale, nobiliaire, etc. Et ça, c'est pas très souvent connu. Hein. Et ceux qui n'ont pas de nasab, on les appelle les khadiri. Hein. Et c'est pourquoi vous avez des familles extrêmement riches, des très grandes familles qui ne peuvent absolument pas épouser des familles qui ont un nasab. Et derrière cette histoire romancée assez tragique, eh bien, vous avez vraiment les ferments de compréhension de ce qui structure la société saoudienne. C'est ça qui m'a fascinée dans ce livre aussi. Donc, alors, de manière beaucoup plus modeste, moins littéraire, j'aborde un petit peu ces questions dans mon livre « L'Arabie saoudite en 100 questions » où je consacre un chapitre assez important sur identité et société qui, pour moi, est le chapitre central de mon livre. Alors évidemment, il y a également un chapitre sur la religion, l'histoire, etc. L'idée étant de casser effectivement les idées reçues qu'on a d'un royaume wahhabite monocorde, qui n'est absolument pas le cas. Oui, bien sûr qu'il y a le fameux pacte saoudo-wahhabite, quoique mes amis saoudiens très souvent me critiquent en réfutant ce terme de wahhabite. Il n'empêche que cette alliance a eu lieu. Mais aujourd'hui, je considère que c'est un pays sécularisé, qu'on est en train de sortir largement du wahhabisme en Arabie saoudite, alors que malheureusement, on a une profusion d'écrits de gens qui n'ont souvent jamais mis les pieds en Arabie saoudite et qui vous assènent bêtement le fait qu'on est devant la wahhabisation du monde, etc. Donc
on est complètement dans une société effectivement ultra traditionnelle, conservatrice, comme le montre très bien Hana, mais on est aussi face à des enjeux de modernité et ça, j'essaie d'en parler à travers les diverses questions. C'est des choses assez actuelles dont je parle, la place de la femme dans la société, le fait qu'aujourd'hui, les dirigeants du royaume, et ça avec l'héritage bien sûr du roi Abdallah, qui est une figure très importante dans le conscient des femmes saoudiens, c'est vraiment la personne qui a sorti le mot femme de tabou, vraiment, parce qu'il était tabou de parler des femmes en Arabie saoudite il y a 20 ans. Et aujourd'hui, la presse, vous avez des romans, donc des écrivains du talent de Hana, qui inondent la place publique en Arabie saoudite, ça en 20 ans. Alors qu'avant, il était totalement tabou de parler du rôle de la femme. Alors aujourd'hui, on a, je vais un petit peu parler de ce qui se passe aujourd'hui socialement et politiquement, on a un jeune prince, le vice-prince héritier, Mohammed bin Salman, qui reprend un peu à son compte finalement l'héritage du roi Abdallah, mais qui lui, évidemment, d'une manière peut-être un peu moins intellectuelle et moins noble que le roi Abdallah, mais beaucoup plus avec le côté économique, vision, etc., pour faire sortir son pays de la dépendance du pétrole, joue également sur le fait que la femme est un pilier de sa vision 2030 pour transformer l'économie et la société. Donc vous avez en même temps une femme qui statutairement, ses droits n'ont pas beaucoup bougé, n'ont pratiquement pas bougé. En dehors de quelques progrès, les femmes divorcées ont droit à une carte d'identité nationale, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Il faut bien savoir que les femmes en Arabie saoudite, pour faire des études, pour voyager, pour avoir un compte en banque, doivent avoir la permission d'un mahram, d'une tutelle masculine. C'est exactement le sujet, le cœur du sujet du livre de Hana, à travers ces deux romances qu'elle raconte. Donc on a vraiment cet aspect-là de la société et de l'évolution en Arabie saoudite qui est pas du tout connu du public français. Donc modestement, avec mes 100 questions, mes 100 réponses, j'essaie justement de casser cette vision monocorde qu'on a de cette société qui est très très loin d'être monocorde, elle est extrêmement diversifiée. Jeddah, comme l'a dit Hana, est une ville extrêmement différente de Riyad ou de Dammam à l'est, etc. C'est un pays qui comprend 13 régions qui sont... Sur le plan économique, il est vrai que les dirigeants du royaume ont essayé quand même, sur le plan infrastructurel, de distribuer de manière assez équitable, même si évidemment les deux régions les plus riches sont Riyad et Jeddah. Et puis vous avez également la province Est, parce qu'elle est riche en pétrole. Mais culturellement, sur le plan religieux, c'est extrêmement diversifié. On n'a pas un royaume comme ça, wahhabite. C'est pas vrai. C'est pas le cas. On a effectivement cette idéologie dominante qui a servi les dirigeants saoudiens, notamment après la date rupture, qui est 1979 en Arabie saoudite, à savoir la prise de la Mecque par un certain Juhayman al-Utaybi, qui a défié le pouvoir saoudo-wahhabite. Et c'est là où s'est mis en place, très clairement, la crispation et ces programmes d'éducation issus de l'idéologie, enfin de l'école hanbalo-wahhabite, et qui s'est crispé sur ces questions de ségrégation, femmes-hommes, non-mixité, alors que ça n'était absolument pas le cas avant les années 70. Notamment à Jeddah, les femmes pouvaient conduire, elles s'habillaient librement. Même dans le Qassim, qui est la région la plus traditionnelle et qui est le berceau du wahhabisme, moi j'ai des amis qui me disaient que leur mère s'habillait en jupe au-dessus des genoux. Je dis, ah bon, et donc voilà. Alors 79, ça a été la date rupture. Là, le pouvoir saoudo-wahhabite a été mis en danger, donc on est sous la férule de théologiens comme Ibn Baz, etc., qui sont des grands cheikhs très respectés, mais qui ont contribué effectivement à cette vision que le public occidental a de l'Arabie, à savoir
un royaume extrêmement crispé sur cette idéologie wahhabite. Donc, alors quand j'ai dit au début de mon intervention, peut-être de manière qui vous provoque un peu, mais qu'on est dans une phase de post-wahhabisme, c'est très clair. Et je dis qu'on est dans un pays sécularisé dans le sens où c'est le politique en Arabie Saoudite qui a le monopole du pouvoir. Même si les religieux sont très importants, on n'est pas dans la configuration d'une théocratie à l'iranienne. Il n'y a pas le pouvoir religieux qui préside sur le politique. C'est tout à fait le contraire en Arabie Saoudite. Mais, si vous voulez, après 1979, cette montée en puissance du religieux ultra-conservateur également est monté en puissance et s'est mis pratiquement au même niveau que le politique. Aujourd'hui, on est clairement dans une situation... D'ailleurs, j'ai été assez impressionnée. À 3 reprises, Mohammed bin Salman a dit dans des interviews « il faut sortir de 79, de ce traumatisme ». Et on est vraiment dans une phase où les dirigeants saoudiens souhaitent redonner effectivement à la société saoudienne beaucoup plus de flexibilité, et puis même si effectivement, comme je le disais, statutairement pour les femmes, ce sera très compliqué. L'évolution ne va pas se faire très facilement. Mais comme le montre très bien le livre de Hana, c'est le poids de la tradition, du conservatisme social qui domine en Arabie, beaucoup plus que le poids du politique ou du religieux. Voilà, c'est ce que j'essaie en répondant comme ça à des questions, environ 20 questions sur société et identité. J'essaie également d'aller dans ce sens. Donc, je vous invite vraiment à lire non seulement le livre de Hana, mais également le mien pour appuyer votre meilleure connaissance de ce pays qui est vraiment passionnant à étudier. Ça fait plus de 20 ans que je travaille sur le Golfe. Et depuis 1998, je me rends chaque année en Arabie. J'ai passé une bonne partie du mois de mars. Et pour la première fois, à Riyad, je me suis sentie à l'aise, beaucoup plus assoufflée, aller dans des salons de thé, de café, ce qui ne m'est jamais arrivé à Riyad. Alors à Jeddah, oui, c'est beaucoup plus détendu. Hein. Mais donc, oui, bien sûr qu'il y a un espoir. Maintenant, les réformes structurelles, sur le plan économique, politique, c'est plus complexe. Si vous voulez qu'on en parle, je suis disposée à répondre à vos questions. Voilà, merci. Merci Fatiha. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ta traduction, peut-être Philippe, qui est encore une fois une traduction. Enfin, vous savez que le traducteur est un auteur aussi. Donc là, c'est... oui, c'est... Je pense que là, c'est vraiment le cas. C'est une œuvre littéraire dans les 2 langues. Enfin, le style qu'a choisi Hana Hijazi et qui est son choix délibéré depuis ses premières œuvres, c'est de s'adresser dans une langue simple pour que le message passe auprès du plus grand nombre. Et donc, c'est une langue à la fois claire et qui permet d'aller au but directement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je voulais dire que j'ai récemment vu une interview avec un écrivain saoudien qui s'appelle Youssef Mohamed sur une chaîne saoudienne qui a expliqué qui est revenu sur l'essor de la littérature arabe qui date à peu près depuis les années 90 puis à partir de 2000, ça s'est encore accéléré. Donc, il y a vraiment un essor énorme de la littérature saoudienne, y compris avec presque la moitié des livres, je crois, par an sont publiés par des femmes. Donc c'est vraiment un phénomène important. Et il a expliqué qu'il avait beaucoup écrit dans les années précédentes. Il avait beaucoup eu de critiques très positives, mais c'était de l'estime de la part de ses pairs. Et puis à un moment, il s'est mis à écrire dans une langue beaucoup plus simple. Et il a été beaucoup critiqué par ses pairs pour ce langage un peu pas tout à fait au niveau littéraire comme on voulait. Et il a dit, j'ai peut-être perdu des critiques, mais j'ai gagné des lecteurs. Et ça rejoint aussi ce qui se passait avec le livre L'immeuble Yacoubian en Égypte, qui est aussi un des livres qui
quelque part, c'est une rupture, un écrivain qui se met à écrire dans une langue très très simple, mais très ancrée dans une réalité. Et en Arabie Saoudite, c'est pareil. Et le livre de Hannah est écrit dans le même style, c'est-à-dire, on ne va pas faire l'introspection à longueur de page, mais on va décrire quelque chose, une réalité, un récit qui se passe qui est très ancré dans la réalité. Donc, et ce sont souvent d'ailleurs des journalistes qui passent à l'écriture de livres aussi en Égypte. Il y en a plusieurs comme ça. Alors, Hannah, elle est éditorialiste aussi dans un grand quotidien saoudien, mais elle n'est pas reporter, quelque chose comme ça. Mais il y a des liens aussi là avec la presse. Donc, c'est une langue qui prétend pas à un très haut niveau de poésie. C'est une langue qui veut décrire les choses. Donc, dans ce sens-là, c'était pas excessivement difficile non plus à traduire. Mais après, ça reste toujours une cuisine un peu curieuse, la lecture, parce que traduire, c'est toujours un peu trahir. Donc voilà, mais j'en dirai pas plus parce que je trahirais mes secrets. Bon, on peut peut-être passer aux questions. Donc, si vous voulez des précisions ou bien aussi même des commentaires, bien sûr, n'hésitez pas. Oui. Alors, est-ce qu'il faut passer vous avez un micro pour la salle, c'est bien. Merci. Est-ce qu'il y a un rapport avec la révolution iranienne en 1979, vous dites que tout a changé. Par rapport à la fameuse date rupture dont j'ai parlé. Quand je dis que le traumatisme... je parlais vraiment du traumatisme interne. Bien sûr, 79, vous avez raison de le rappeler, c'est également la révolution islamique iranienne. Mais je pense que les programmes d'éducation, cette date rupture, c'est vraiment de l'interne, je pense. Et concernant 79 puis 1980, parce qu'il y a juste après également l'invasion soviétique en Afghanistan, effectivement, là, la géopolitique va prendre toute sa place et l'Arabie saoudite va effectivement, à partir de 79, donc, changer complètement ses programmes scolaires, d'éducation, etc. Et sur le plan régional, va s'opposer, bien entendu, à l'occupation soviétique en Afghanistan et rentrer, bien sûr, en opposition avec la volonté de l'Iran de répandre sa révolution islamique. C'est-à-dire que le projet islamique iranien vient en opposition avec le projet islamique saoudien. Et c'est vrai qu'on va assister à l'expansion de l'islam hanbalo-wahhabite de par le monde aussi. Donc, bien entendu, la géopolitique rentre en jeu, mais là, c'est plus dans la sphère extérieure. Sur le plan intérieur, le changement fondamental, c'est vraiment lié à la prise de la Mecque en novembre 79 en Arabie saoudite. Donc, c'est pour essayer de faire le distinguo. Quel était le mouvement politique ou religieux qui voulait s'emparer de la Mecque? Qu'est-ce qu'il y avait derrière? C'est un mouvement millénariste, si vous voulez, le fameux Juhayman al-Utaybi, qui reprochait donc au Al-Saoud et également au courant et au corps des ulémas wahhabites leur corruption, etc. Donc, mais si vous voulez, ça n'a pas pris au sein de la population. C'est un mouvement avec 200 jeunes étudiants qui était vraiment millénariste. Il y a eu pas mal d'articles décrits notamment par Stéphane Lacroix sur ces questions. Et Hannah l'aborde de manière très détournée. Ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec le mouvement de la Sahwa qui est arrivé après les années 90, suite à l'invasion du Koweït par l'Irak, et donc l'appel des Saoudiens aux États-Unis pour défendre leur territoire. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà. C'est une question pour l'auteur de Deux femmes de Jeddah. Et du coup, je voulais savoir comment est née l'inspiration de vos deux personnages, Laïla et
Maram, est-ce que vous avez puisé dans les rencontres, dans vos amitiés ou dans votre vie personnelle? Et la deuxième question, c'est comment avez-vous réagi personnellement ou en tant qu'éditorialiste à la nomination à la Commission des Nations Unies pour les droits de la femme de l'Arabie Saoudite? Voilà, merci. بداية بالنسبة للشخصيات البطلة كانت يعني أول ما بدأت الرواية توقعت إني حكتب عن بطلة واحدة اللي هي ليلى، لكن وجدت إنه وجود مرام مهم عشان تبرز الاختلاف الكبير اللي في نفس البلد بين امرأة وامرأة. احنا موجود عندنا هذا الاختلاف، موجودة ليلى وموجودة مرام في نفس البلد، وكل واحدة على حسب بيئتها، فكان ضروري إني أبين إني أحط الشخصيتين عشان كل واحدة تبرز الشخصية الأخرى. بالنسبة لاختيار شخصية معينة أو أصدقائك أيوة، هي من فين تيجي الشخص؟ أعتقد إنه كتابة الروايات أو الأدب تحتاج من الكاتب إنه يكون عنده عين لاقطة طول حياته، هو بيخزن، فهذا كله مخزون يطلع من المشاهدات، من القراءات، من الحياة، من حكايات الجيران، من حكايات نسمعها من أصدقائنا أو حكايات أصدقائنا نفسهم. كل يعني هي الكتابة زي كأنه بنجمع قطع موزاييك وفي النهاية تطلع الشخصية، بس هي في الحقيقة التقاطات من كل اللي بيدور حوالينا. هذا بالنسبة للشخصيات وكيف تكونت. Donc, elle avait commencé à écrire le livre sur une seule femme. L'idée initiale, c'était d'écrire sur une seule femme. Et puis, très vite, elle s'est rendue compte qu'il fallait, pour donner un aperçu un peu plus complet, il fallait absolument avoir ces deux femmes et ces contrastes. Et ces personnages, en fait, elle dit que quand on est écrivain, il faut avoir un regard cueilleur, ou enfin qui observe tout le temps, qui emmagasine dans la tête, qui se souvient. Et donc, elle a observé des amis, des voisins, des racontars, ce qu'on a dit dans les journaux, ce que les gens disent dans les soirées les uns des autres, ce qui se rapporte, etc. Et donc, ça a créé une espèce de grande... des pièces de mosaïque, en fait, qu'elle a rassemblées. Donc, c'est pas deux personnages, j'extrapole un peu parce qu'on en a discuté aussi, c'est pas deux personnages qui existent réellement, mais c'est tout ce qui arrive dans le livre est ancré dans des récits, des cas connus, voilà. Donc, c'est pas exactement l'histoire de deux femmes qui existent dans la réalité, mais c'est deux concentrés de ce qui peut arriver, quoi. En résumé, comme il arrive fréquemment dans les romans, tout est fictif, mais rien n'est inventé. أنا ما أكتب في السياسة. Réponse laconique, je n'écris pas sur la politique. لكن يعني هو رد فعلي ما أعرف صراحة كيف أوصفه، كان شوية في تعجب، لكن في نفس الوقت كان في أمل إنه يمكن بالمكانة الجديدة اللي صارت فيها السعودية تتحسن أوضاع المرأة في السعودية. Donc certes, il y avait une espèce d'étonnement, mais en même temps, il y avait aussi quelque chose comme l'espoir qu'avec cette nouvelle place que l'Arabie Saoudite prend, ça puisse répercuter en termes d'amélioration de la situation de la femme en Arabie Saoudite. À ce titre, moi j'ai eu des discussions avec des amis saoudiens
Et il me disait, c'est assez schizophrénique dans le sens où, effectivement, on est accepté comme ça dans une instance alors que nos femmes n'ont statutairement aucun droit. Et en même temps, au Majlis al-Shura, il y a eu cette discussion, ce débat, suite à la proposition gouvernementale de faire en sorte que les jeunes filles puissent exercer le sport dans les collèges publics. Et à 3 voix près, le Majlis al-Shura a récusé donc, cette proposition. Donc c'est vrai qu'il y a 10 ans, peut-être qu'à 95%, le Majlis al-Shura aurait récusé. Donc il y a quand même effectivement un changement, mais ça traduit quand même la difficulté. Enfin, je veux dire, il ne faut pas attendre en Occident qu'on puisse voir comme ça une révolution en termes de statut des femmes. En Arabie, ça n'arrivera pas, hein, pas comme ça. C'est pourquoi les femmes en Arabie saoudite ont toujours un peu peur de l'interventionnisme des femmes occidentales sur ce qu'elles vivent, parce que ça leur rend absolument pas service. Et elles ont un volontarisme. Moi, je suis absolument bluffée par la force des femmes. Et c'est pour ça que j'adore le récit de Hannah, parce que c'est pas du tout victimaire, malgré ce qu'elles subissent. C'est très dur, hein, eh bien, elles sont extrêmement volontaires, très fortes. Et moi, je plains les pauvres mecs saoudiens, quoi, parce que il faut quand même du courage pour. Ça me rappelle beaucoup. Je suis d'origine algérienne. Ça me rappelle beaucoup la situation en Algérie, où je trouve que les femmes sont extrêmement fortes aussi, et que statutairement, malheureusement, par rapport, oui, elles sont fortes partout, mais il y a des sociétés où c'est plus difficile, hein. Mais, et donc, je fais ce parallèle parce qu'il y a un volontarisme, un déterminisme qui est vraiment extrêmement impressionnant en Arabie saoudite. Et c'est vrai que je trouve que... Et d'ailleurs, les hommes, en dehors de... Comment ça s'appelle, Ahmed, qui a un très beau rôle, heureusement qu'il est là pour relever le statut des hommes, hein, parce que le Sami, c'est une horreur. Voilà. Je vous invite vraiment à lire son livre. Et quand on lit d'autres auteurs saoudiens, et je pense à un homme, je pense à Abbas œuvres. Quand on lit ce roman, le rôle des hommes n'est pas plus joyeux que celui des femmes. Donc on a l'impression qu'on est confronté à une société d'un côté des femmes malheureuses, des hommes malheureux, des femmes qui subissent, des hommes qui subissent. Et la rencontre entre ces malheurs n'arrive pas à naître un bonheur et une entente. Mais je dirais que les hommes sont plus malheureux que les femmes en Arabie. Ils ont peut-être plus d'apparente liberté, mais ils sont coincés dans un système qui ne les rend pas, certes pas heureux, qu'ils reportent sur leurs enfants, sur leurs femmes. Et c'est un système, on a l'impression que la fin n'est pas pour demain, parce que les femmes, la mère de... J'ai lu 30 pages du roman, hein, en attendant. Mais voilà, le début, la mère, elle aussi, elle est en train de reporter sur sa fille ce qu'elle subit de par cette société patriarcale. Et à quand la fin ? Je veux savoir si cette tension extrême due à la modernité contre une société traditionnelle et un très fort conformisme, est-ce que cette tension-là occupe l'espace mental, si je puis dire, et même politique, au point d'occulter ou non, c'est une question, les tensions sociales qui pourraient sans doute exister dans le royaume, mais en particulier du fait peut-être aussi de la situation économique qui est moins florissante aujourd'hui. Donc est-ce que ces tensions, les tensions dues de modernité et conformisme, occultent ou non, ou au contraire s'articulent avec des tensions sociales éventuelles ? Oui, enfin, il y a quand même la question de la conduite des femmes. Et il y a des Saoudiens maintenant qui l'ont dit, qui l'ont écrit et qui n'ont pas été arrêtés, qui ont dit que le sujet revenait toujours sur le devant de la scène quand il y avait un scandale de corruption à étouffer. Et donc, si, il y a quelque chose de ce genre-là. Il y a aussi,
par rapport aux femmes, il y a aussi quelque chose de nouveau, à mon avis, de mon point de vue d'observateur. C'est qu'on a beaucoup écrit sur la question, mais toujours sous l'angle de la société conservatrice. Et aujourd'hui, il y a des moments où on dit non, mais maintenant il faut parler des lois. Il faut devenir concret. Et ça fait partie aussi de ce côté, on va dire les choses plus clairement, très précisément aussi. Mettre les points sur les i et dire voilà, il y a un problème précis. C'est pas quelque chose de vague, global, etc. Donc, et les débats en Arabie Saoudite progressent et c'est encouragé aussi parce que ça se passe aussi sur les chaînes de télévision publique. Il y a un débat qui progresse dans la précision sur les questions et sur les réponses à y apporter. Et c'est aussi une des conséquences de cette volonté de donner de la place à la société dans le cadre de la modernisation de l'économie, de donner cette possibilité-là aux femmes de s'exprimer de manière beaucoup plus précise, quoi. Pousser un peu plus loin encore ma question, si c'est possible, pour demander si la tension sociale qui est probablement, qu'on peut supposer d'une société où il y a, on va dire, 20 000 familles ou 40 000 familles, je ne sais pas combien, qui se partagent la rente. Est-ce que cette situation, qui est quand même tout à fait particulière, ne génère pas une tension sociale telle que cette tension entre en correspondance ou non avec la tension dont nous parlions, qui est la tension de la modernité et tradition. Mais est-ce que qu'en est-il de la tension sociale? Encore une fois, je prends ces termes qui sont très, très généraux et très vagues. La tension sociale du fait d'une situation politique où un certain nombre limité de personnes, on va dire quelques milliers de familles, se partagent une rente. Pour revenir, là c'est vrai que votre question elle se précise un peu plus. Mais en termes de tension, c'est vrai qu'il y en a partout, bien sûr. Il y en a dans la volonté des dirigeants de moderniser, de transformer la société, qui les renvoie à leurs propres contradictions, si vous voulez. Alors par exemple, plus on donne plus de latitude aux femmes, c'est-à-dire qu'elles, de plus en plus, elles ont accès à des secteurs d'emploi auxquels elles n'avaient pas accès. Mais à terme, il faudra bien poser la question du statut des femmes. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien gentil d'accorder le droit de vote sur le plan municipal, local, à des femmes, alors qu'elles n'ont même pas le droit de conduire, qu'elles doivent demander la permission à une tutelle masculine pour pouvoir voyager, etc., faire des études, avoir accès à certaines professions, etc. Donc ça aussi, c'est une tension, bien sûr. Donc il y a des tensions à tous les niveaux. Maintenant, cette tension dont vous parlez, la redistribution de la rente, bon, c'est pas propre à l'Arabie Saoudite. Toutes les monarchies du Golfe sont construites un peu sur ce système-là, et pas seulement en Algérie, je veux dire, c'est exactement ça aussi. Il est clair que quand on est dans une situation de contraction économique comme aujourd'hui, évidemment, bien sûr qu'il y a des tensions. Aujourd'hui, cette tension, elle est assez, je trouve pour le moment, assez bien gérée par le pouvoir saoudien, parce que c'est quand même le pays qui a Bon, ils souffrent aujourd'hui, bien sûr, mais ils ont quand même de la liquidité. Ils avaient des réserves en liquidité assez importantes, ce qui ne veut pas dire que structurellement, les problèmes qu'ils affrontent et qu'ils vont affronter ne seront pas différents de ceux de l'Algérie, peut-être pas du Venezuela, parce que là, ça explose en vol, mais bien sûr qu'il y a des questions de fond qui se posent sur cette redistribution de la rente. Par exemple, il va y avoir 5% d'Aramco qui va être privatisé. Il y a des questions qui se posent. Les Saoudiens ne sont pas plus bêtes qu'ailleurs. Qu'en est-il de la transparence des comptes? Ça veut dire, est-ce qu'on va vers une vraie révolution? Est-ce qu'on va vers... Parce que depuis 1980, depuis qu'Aramco est saoudien, il n'y a jamais eu de compte public. Donc, évidemment, tout ça... Alors, est-ce que ça va renvoyer les dirigeants à leurs contradictions, etc. C'est des questions qui sont tout à fait légitimes. Maintenant,
De là à des tensions politiques, c'est vrai que les Saoudiens, moi je suis assez impressionnée, parce que je connais assez bien la zone en dehors du Yémen, malheureusement, c'est une société très politisée. Vraiment, les Saoudiens vous parlent très facilement de politique. Alors que vous allez à Oman, j'y suis allée, je peux vous dire que là, c'est très beau, c'est magnifique comme pays, c'est très sympathique. Mais alors, je suis beaucoup plus contente d'être en Arabie Saoudite qu'à Oman, quand même, quand je dois faire du terrain. Donc, vous avez toutes ces contradictions, toutes ces tensions. C'est compliqué de hiérarchiser. Mais moi, j'aime bien votre question parce que vous comprenez bien le pays en termes de contraste et tension. Et c'est plutôt comme ça que je le perçois aussi. Merci. تفضل. Vous avez un micro là sur le fil, je ne sais pas si. في سؤال في الأول وبعدين Bertrand Besancenot. Oui. Non, simplement, quand on parle de la société saoudienne, effectivement, tout le monde évoque les tensions, les contrastes, les contradictions, les problèmes, les difficultés, etc. Simplement, il y a quand même un paradoxe, et c'est une question que je pose à Hana, mais que je pose également à Fatiha. Il y a 4-5 ans, il y a une... Alors malheureusement, je ne me souviens plus très bien quel était le nom de cette organisation qui font des sondages périodiques un peu dans le monde sur l'endroit où on est le plus heureux au monde. L'Arabie Saoudite était le pays qui, effectivement, alors c'était avant la chute du prix du pétrole peut-être, mais c'était le pays le plus heureux au monde, de par la vie de sa population. Il y a donc un peu une contradiction entre le fait que l'on ne parle que des tensions et que les Saoudiens apparemment se disent le peuple le plus heureux au monde. Bon. Donc ça m'intéresserait d'entendre la réponse de Hana et la réponse de Fatiha. وهل هي دراسة صحيحة فعلا؟ يعني احنا لما ذكروها عندنا أتذكر إنه كانوا الناس بيضحكوا ويقولوا فين هذه الدراسة يعني. فأنا ما يعني إذا كانت صحيحة يمكن لأنه الأمان اللي يشعر به السعودي يعني في بلده، أعتقد أنه هذا شيء جدا مهم، وخصوصا أنه الفترة الأخيرة اللي حصلت فيها الثورات في البلدان المحيطة، وكان الناتج أنا أتذكر في بداية الثورات كانوا السعوديين سعيدين وبيشجعوا هذه الثورات، وبنهايتها صار كل واحد يقول الحمد لله على نعمة الأمان. فيمكن هذه واحدة من أسباب السعادة إذا كانت الدراسة حقيقية يعني. بالإضافة لأشياء أخرى، يعني المستوى الاقتصادي مهم جدا، يعني المستوى حتى لو قلنا إنه منخفض عن بقية دول الخليج، لكن يظل مرتفع عن بقية الدول اللي موجودة الأخرى العربية. Donc elle demande est-ce que c'est bien vrai cette étude, est-ce que c'est bien, d'où ça vient. Mais si c'est à supposer que c'est vrai, enfin elle disait visiblement il y avait des réactions en Arabie Saoudite au moment où c'est sorti, où on s'en étonnait, mais en même temps elle explique ce bonheur d'être saoudien par la sécurité déjà qui compte beaucoup, et évidemment par le niveau économique qui reste quand même élevé, même si c'est inférieur à ce que connaissent les autres pays du Golfe, les autres pétromonarchies du Golfe, mais qui reste quand même élevé et plus élevé que dans bien d'autres pays arabes. Et puis la sécurité, elle englobe aussi le fait qu'il y ait de la stabilité politique, parce qu'au début du printemps arabe, les Saoudiens ont encouragé ou ont été sympathisants des révolutions dans le reste du monde arabe, et quand ils ont vu comment ça s'est terminé, ils ont dit mais alhamdoulilah, Dieu merci qu'on n'a pas connu ça. Et si les Saoudiens sont heureux, c'est peut-être grâce aux Saoudiennes aussi. Je ne sais plus ce que je veux dire maintenant.
Non, mais non, juste une petite précision. C'est vrai que je disais que les Saoudiens sont très politisés, mais il y a une chose dont ils sont, et ce sondage le montre, je l'ai lu rapidement, c'est qu'ils sont extrêmement attachés à la stabilité, beaucoup plus que participer à la vie démocratique, etc., parce qu'ils sont parfaitement lucides là-dessus. Donc ça, c'est un point très très important. Maintenant, en termes de bonheur, je ne sais pas comment on peut estimer le taux de bonheur. Apparemment, les Français sont les plus dépressifs au monde, je ne sais pas, donc c'est difficile. عفوا معلش بس سؤال صغير يعني Oui, en fait, dans un pays aussi grand et contrasté, je me demandais justement avec si les possibilités données aux femmes, les droits des femmes n'étaient pas, disons, une variable un petit peu régionale avec un Hejaz un petit peu plus ouvert, avec Jeddah qui est un port beaucoup plus ouvert sur l'extérieur et une société beaucoup plus conservatrice au Nejd, donc où les femmes auraient peut-être moins de possibilités de s'exprimer. La région d'Al-Hassa, je ne la connais pas du tout, hein, avec cette majorité chiite qui est là-bas. Mais voilà, et puis dans le Djouf, ce serait encore autre chose. Donc, je voulais savoir si justement les traditions historiques et l'ouverture de certaines régions par rapport à d'autres donc favorisaient une expression et des femmes et dans le domaine politique et notamment dans le Hejaz. Si vous voulez, je peux traduire pour... bon. D'accord. C'est fait. شو الفرق بين المناطق الأقاليم والمناطق في مناطق طبعا متطورة أكثر؟ طيب إيش السؤال؟ شو الفرق إذا في انفتاح أكثر في الإقليم مثلا الحجاز بالحبوك النسوان لأنه عنده انفتاح على البحر وعلى العالم أكثر من النجد، وكيف شو الوضع بالإقليم الحسا كمان وفي غير مناطق مثلا بالجوف بالشمال سعودي، إذا في فرق كثير بين المناطق في بلد كبير زي العرب. بالتأكيد في فروقات كبيرة جدا بين المناطق يعني، وبين الثقافة أو الموروث الثقافي، التقاليد، العادات، في اختلاف كبير بين منطقة ومنطقة، لأنه فعلا البلد كبيرة. ففي الغرب غير الشرق غير الوسط غير الجنوب، كل منطقة غنية جدا بعاداتها وتقاليدها وبمخزونها الثقافي. القوانين واحدة في السعودية على الكل، كل النساء والرجال يخضعوا لنفس القوانين. ما عندنا إنه كل منطقة لها قوانينها، لا. لكن تطبيق القانون أيضا أحيانا يختلف من منطقة لمنطقة. في منطقة متشددة جدا مثلا، لكن يظل إنه القانون متشدد لأنه يعتمد على الشريعة، والشريعة بكل قاضي بيحكم بمنظوره هو، بفهمه هو. عنده السمع كتير شديدة مع المطوعين أيوة بالضبط. فكل يعني في حتى مثلا زي أبها في الجنوب برضو المطوعين كتير مسيطرين. زي ما قلت القوانين واحدة، لكن عشان أنت تطبق القانون لازم يوصل الفرد لأنه مثلا يحاكم أو عشان يخضع لهذا القانون. فعشان يوصل لهذه المرحلة في منطقة زي الحجاز مثلا تكون أقل إنه يدفعوه إنه يوصل للقاضي يعني. برضو ما يمنع إنه في حوادث بتحصل في الحجاز
غريبة جدا على المجتمع الحجازي، لأنه هو بطبيعته غير متشدد، لكن لأنه صار في أفراد في المجتمع متشددين حتى من نفس الحجازيين، مش بس من اللي جايين من الجنوب أو من نجد أو كده، لأنه هو الفكر المتشدد يعني أتغلغل في كل المجتمع. أضل أرجع أقول أيوة في اختلاف كبير بين منطقة ومنطقة، لكن القانون يعني نفسه في كل المناطق. Je vais traduire un peu en résumé parce que c'était un peu long. Oui, donc elle confirme effectivement qu'il y a d'énormes différences en termes de tradition et de culture régionale en Arabie Saoudite, avec des grandes richesses d'ailleurs qui sont souvent pas très connues, etc. Mais la loi est une et elle est la même partout. Donc c'est la charia, comme elle dit. Et d'ailleurs une charia qui est pas codifiée en fait, il n'y a pas de code pénal bien très défini. Donc c'est la charia. Il y a des choses qui sont très précisément prévues par la charia et d'autres qui le sont moins. Et donc la loi est la même partout, mais l'application de la loi et l'interprétation de la charia est pas du tout la même selon les régions. Et là on retrouve des différences entre des régions plus ouvertes et d'autres moins ouvertes. Il y a également des villes comme Ha'el et Abha dans le sud, vers la frontière, vers le Yémen plutôt, qui sont où la fameuse police religieuse a beaucoup marqué son empreinte et est assez forte et puissante. Mais il y a aussi le fait que selon les lieux où on est et selon les ressources sociales qu'on a, on a plus ou moins moyen de faire valoir ses droits ou d'avoir, je sais pas, peut-être d'avoir un jugement en sa faveur en ayant des bons avocats, des bons conseillers, de connaître quelqu'un, etc. Donc, mais même par exemple la Jeddah, qui est traditionnellement une région ouverte, il y a des phénomènes comme ça d'extrémisme assez très très prononcés. Et c'est pas uniquement parce qu'il y a c'est pas seulement le fait des gens qui sont venus de l'intérieur des régions très conservatrices, c'est aussi parce que ces idées d'extrémistes se sont insinuées un peu partout, même dans les régions comme Jeddah. Il y a des milieux qui ont adopté cet extrémisme et qui l'appliquent. Donc ici, sans juge, ben voilà, ça, c'est pas de chance. إضافة بس بسيطة، إنه صحيح إنه القانون واحد، لكن وجود متشددين في مناطق عن مناطق بيخلي كأنه في قانون آخر، اللي هو يعني لما يصيروا المطوعين كأنه هم اللي بيسيطروا أكثر من القانون. Donc la loi est une, mais dans certaines régions, la police religieuse a un tel poids que c'est comme s'il y avait deux lois en fait, parce qu'ils appliquent ça un peu à leur propre, comme ils veulent quoi. Enfin, ils ont leur propre interprétation de la loi et de l'application de la loi, et donc selon qu'on est dans une région ou une autre, la loi est la même, mais l'application de la loi est très très différente, et donc voilà. Qu'on s'entende bien, il s'agit là de la loi civile, hein, pas du reste. Et le problème dépasse l'Arabie Saoudite, bien sûr, puisque dans tous les pays où existe la charia, et bien sûr en Arabie Saoudite elle est appliquée davantage qu'ailleurs, c'est le juge qui dispose d'une large marge d'interprétation, parce que, encore une fois, il n'y a pas de code civil, comme ce qui vient d'être dit. Donc le corpus étant immense et les références très nombreuses, cela dépend du juge, et donc les juges peuvent être bien sûr plus ou moins tolérants, mais tous les juges ne sont pas forcément obscurantistes. Par contre, ça dépasse donc la question de l'origine géographique, c'est plutôt une question sociale. Donc lorsque les autres pays arabes ont introduit dans leur législation des traditions juridiques venues d'Europe, ça a affaibli ce problème, ça a résolu partiellement le problème. En Arabie Saoudite, ça a été le cas dans les autres domaines de la législation, par exemple dans tout le secteur économique, mais dans le domaine du statut personnel, c'est encore très prégnant. Bon, je crois que cette fois-ci...
Je donne plus le micro. شغال كذا. مساء الخير. أنا مش راح أداخل بسؤال يعني، ولكن هي ممكن تعقيب بسيط على الخطاب الفني يعني. أكيد طبعا لا يمكن الفصل ما بين السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، هذه كلها مكونات متداخلة وتشكل أي مجتمع يعني. ولكن وظيفة الخطاب الفني بعيد عن كل هذا الكلام. هو الخطاب الفني الأدبي بشكل عام هو لا يهادن ولا ينافق ولا يصادم يعني. هو خطاب جاي في المنتصف، وهو الذي يصل فعلا بشكل أو هيئة أي مجتمع إلى الثقافات الأخرى، أكثر من أخبار السياسة التي تكون دائما سوداوية. الخبر دائما الخبر يبحث عن الإثارة والصدامية أكثر من بحثه عن الجوانب المفرحة يعني. ميزة الخطاب الفني أو الأدبي أنه هو فعلا يدخل يفكك مفاصل المجتمع، يعمل حالة تقشير لهذا السطح اللي يغيب أشياء كثيرة تحته، وبالتالي يظهر هذه الحالة. يعني إحنا عرفنا فرنسا من كامو قبل ما نعرفها من الساسة كمثال يعني. عرفنا أمريكا اللاتينية من ماركيز قبل ما نعرفها من جيفارا حتى كمثال يعني. فالخطاب الفني يقشر، يظهر هذه التفاصيل اللي داخل المجتمع، يفكك مفاصله بشكل جيد. لذلك أنا لا أعمل دعاية هنا لهناء ولا لامرأتان، ولكن أنا أرى فيها أن هذا العمل اللي فعلا أنا كسعودي يعني أعرف جيدا هذه المفاصل اللي فككها العمل ورأيتها فيها، فوظيفته فعلا. فشكرا لهناء وشكرا لامرأتان بأنها فعلا تظهر تفاصيل المجتمع السعودي بهذا الشكل بكل ما يملك من جماليات ومن مساوئ، وبحيادية تامة. لم أسمع صوت عالي داخل الرواية. وشكرا. Donc l'intervenant, qui est un écrivain saoudien, nous met en garde contre une politisation excessive de notre vision de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite n'est pas un pays qui est submergé par la politique comme ce qu'on pourrait croire quand on lit les publications en France. C'est aussi un pays qui dispose d'une littérature et d'un art, et pour comprendre un pays, il faut aussi, et peut-être même avant tout, connaître sa production littéraire ou artistique. Lui-même a connu Camus avant de connaître le reste de la culture française et de le reste de la France, de la politique française. C'est comme ça qu'il a apprécié notre pays. Nous aussi, c'est à nous de connaître la culture saoudienne pour mieux comprendre ce pays et mieux l'apprécier. Donc la publication d'un roman saoudien en langue française est importante à cet égard. J'ai oublié des choses. T'as oublié Che Guevara. Il y a eu entre autres... Je crois qu'il y a quelqu'un. Bonsoir. Deux questions. Une première à Madame Dazieni. Je trouve la comparaison avec l'Algérie et l'Arabie saoudite très pertinente sur le courage des femmes, d'une part. Et une autre question d'ordre géopolitique avec une conséquence culturelle. Aujourd'hui, la relation entre l'Arabie saoudite et l'Iran est très bloquée. Est-ce que vous pensez qu'à l'issue des élections qui vont se dérouler en Iran, si Rouhani est réélu, et avec la politique d'ouverture de Mohammed Ben Salman, que moi je compare personnellement au Macron saoudien, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une détente dans les années qui vont venir? Bon, bien entendu, pas tout de suite. Et la transition culturelle, est-ce que cette détente pourrait favoriser, je dirais, l'échange culturel entre artistes, entre les femmes iraniennes et les femmes saoudiennes? Oui. Bon, concernant effectivement la tension entre l'Arabie saoudite et l'Iran, ça c'est effectivement c'est très géopolitique, c'est très utilisé par chacun des États, mais ça a des répercussions certainement sur les sociétés. Mais c'est vrai que quand on parle à des Saoudiens assez cultivés qui voyagent,
et qui sont surtout versés effectivement dans la culture et les arts, ils se rendent bien compte que tout ça, c'est de l'instrumentalisation politique et que la société iranienne ne se résume pas au guide de la révolution et à Rouhani, etc. Que tout ça, c'est de la politique, que c'est orchestré, etc. J'ai des amis saoudiens qui ont des liens, effectivement, artistiques avec des Iraniens, surtout des amis koweïtiens. Donc ça, du point de vue des sociétés, ça peut être effectivement une façon de dédramatiser la tension très forte qu'il y a dans la région. Parce que c'est vrai que la tension géopolitique, elle est au maximum. C'est vrai qu'en Arabie, les dirigeants saoudiens, très souvent, invectivent les Iraniens pour tous les problèmes qu'il y a dans la région. C'est vrai que l'Iran, aujourd'hui, a une action assez hégémonique. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Syrie, au Liban. Aujourd'hui, les Saoudiens, utilisent aussi ce registre pour dire que les Iraniens sont très actifs au Yémen. Donc, sur le plan politique, je ne vois pas trop de détente. Et le jeune Macron saoudien, il a fait une interview qui n'est pas non plus très rassurante en la matière, où il dit que c'est très très compliqué de trouver un compromis, une entente avec les Iraniens. Maintenant, moi, je n'imagine pas du tout de clash direct, de confrontation directe entre Iraniens et Saoudiens. Évidemment, chacun des deux pays, chacun des dirigeants savent parfaitement que l'intérêt n'est pas du tout de rentrer en confrontation directe. Mais c'est vrai que cette guerre par proxy dans différents États arabes est assez préoccupante depuis quelques années et qu'elle est à un niveau de tension quand même très très important. Maintenant, les élections en Iran, ce qu'elles vont donner, beaucoup disent qu'il est très probable que le président Rouhani soit à nouveau réélu. Évidemment, si c'est quelqu'un comme Rouhani qui présente quand même un visage un peu plus ouvert, etc. Mais jusqu'à présent, même sous Rouhani, enfin, j'allais dire, la tension est au maximum. Donc je ne sais pas ce qu'on peut en attendre. Parce que finalement, souvent les Saoudiens me disent, on a deux visages de l'Iran. Et vous, les Occidentaux, vous ne voyez que Rouhani. Alors que nous, on voit les gardiens de la révolution, on voit les durs de chez durs qui exerce effectivement une influence croissante dans le Moyen-Orient arabe. Donc voilà. Bon, on passe à une autre question. Alors, c'était à qui là? Oui. J'ai deux petites questions et une remarque. J'espère que c'est pas trop long. La première, je trouve très intéressant ce que vous dites sur l'Arabie Saoudite, pays sécularisé. Ce genre d'affirmation qu'en France, on a du mal à entendre et que je crois, moi, valable pour la majorité des pays arabes. Du moins, ceux que je connais. Mais en même temps, il y a quelque chose qui me gêne dans la mesure où c'est la charia qui reste la loi. Est-ce qu'on peut parler de pays sécularisés? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est pour vous. Quelle est la proportion de femmes qui travaillent en Arabie Saoudite? Quels sont les domaines qui leur sont autorisés et ceux qui restent à conquérir? Et la dernière petite chose, c'était une remarque. Vous dites tous avec regret qu'on a une vision noire de l'Arabie Saoudite, qu'on la juge mal et tout. C'est parfaitement exact. Mais je pense que l'Arabie Saoudite a une lourde part de responsabilité dans la mesure où c'est un pays fermé qui refuse ses visas presse aux journalistes. Une journaliste que je suis. Et moi, ça fait des années que j'attends un visa et des mois que j'attends pour aller faire un reportage sur les femmes. Et j'ai toujours pas de réponse. Et je suis la première à le regretter. Pour Le Monde et Le Monde diplomatique, les deux journaux auxquels j'appartiens. Je vais peut-être répondre à la première question. On a une vision de la sécularisation qui dépend de notre expérience, ce qui est normal. C'est Olivier Roy, je crois, qui écrivait de façon fort pertinente que trop de religion tue la religion. Donc les pays arabes en général sont arrivés à un tel niveau de religiosité ambiante que finalement on ne s'en aperçoit plus. Donc on devient sécularisé parce que la religion est un mode de vie et non plus
une pratique qui est consciente. Donc c'est en ce sens qu'il y a une sécularisation, comme vous le dites très bien, y compris en Arabie Saoudite, où les gens ne sont pas plus bigots qu'ailleurs. La façon dont le ramadan, par exemple, est pratiqué ou pratiqué entre guillemets en Arabie Saoudite est éloquent à cet égard. J'espère que vous trouverez une issue à votre problème de visa, mais je pense que actuellement à l'ambassade d'Arabie Saoudite en France, il y a une ouverture de ce point de vue-là. On pourra en parler à l'ambassadeur. Maintenant, pour la deuxième question, je passe le micro à Hannah. La deuxième question, c'était sur le niveau. La proportion des femmes qui travaillent, dans quel domaine? Nisbet. Qu'il leur reste aussi à gagner. 18% de femmes actives. 18% de femmes actives. C'est environ 18%, donc c'est beaucoup plus faible que dans la plupart des autres pays. D'une part parce que beaucoup de professions leur sont interdites, c'est en train de changer, mais bon, ça prendra du temps. Et d'autre part parce que il y a des difficultés tout simplement de transport. C'est-à-dire que quand vous êtes en Arabie Saoudite, les salaires sont tout de même généralement très faibles. Et quand vous n'avez pas de transport en commun, vous devez payer un chauffeur, et ça y est, donc vous avez les 3/4 de votre salaire qui part en transport. Non, dans ce cas-là, beaucoup préfèrent rester à la maison. Bon, ceci dit, c'est quelque chose qui est en train de changer. Et bon, ça c'est peut-être un avis personnel, mais le travail n'est pas forcément la panacée. Enfin, ce qui est important, c'est l'accès à l'espace public, avant tout. Le travail, ça peut être aussi aliénant. Ça arrive. Et les professions qui leur sont interdites. Alors, quelles sont les professions internes? Plutôt celles qui sont autorisées. Mais ça ira plus. Celles qui sont autorisées, enseignement, médecine. Enseignement, médecine. Aujourd'hui, il y a des avocats, vendeuses. Alors c'est très. Si j'en oublie, avocate, ingénieur, architecte, journaliste, écrivain. Non, il y a. Qu'est-ce qui est interdit? Des actrices, des comédiennes, bien sûr. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est interdit? Juge pour le moment? Juge, c'est interdit, oui. Il y a une avocate pour la première fois. Il y a une avocate. Plusieurs avocates. Il y a beaucoup d'avocates maintenant. Il y a même une application qui vient de sortir, c'est une centaine d'avocates saoudiennes, excusez-moi. Oui. Il y a une centaine d'avocates saoudiennes qui ont mis en place une application qui permet à toutes les saoudiennes de poser des questions et d'avoir des réponses très concrètes sur le divorce, le droit de garde des enfants, le droit du travail, toutes les questions. Voilà, elles ont une réponse immédiate. Et il y a même une saoudienne chanteuse de rock, si vous voulez. Est-ce qu'il y a des ambassadeurs? Non, il n'y a pas d'un. Ça va venir. Ça va bientôt venir. Excusez-moi, ce sont plutôt les milieux aisés qui ont accès au travail, à l'espace public, ou bien les milieux les plus populaires? Il y a un effort. Il y a un très gros effort de fait justement pour essayer de faire émerger dans le milieu populaire. Par exemple, les emplois de vendeuses sont ou les emplois où il n'y a pas beaucoup de qualifications non plus. Alors ça, c'est l'un des éléments qui a été le plus promu, notamment par cette vision 2030, où il y a on a le taux d'embauche dans ce milieu-là a vraiment explosé. Hein. Donc ça. Vraiment de qualification. Voilà, mais pour celles qui sont qualifiées, évidemment, elles ont fait des études. Alors, vous avez un système de bourse en Arabie aujourd'hui qui permet aux classes moyennes aussi d'accéder, hein, tout à fait. Donc, et ça, c'est des questions que j'évoque pas mal dans mon bouquin, avec une grande majorité de la société saoudienne qui vit quand même très moyennement. Hein. Il ne faut pas imaginer que les Saoudiens roulent sur l'or, sont tous riches. Vous avez une toute petite proportion qui ne doit pas dépasser 13% de la population qui vit très très bien. Mais sinon, vous avez l'énorme majorité de la population. Les salaires ne sont pas hyper élevés en Arabie Saoudite. Hein. Mais bon, il y a une solidarité familiale, ce qui fait que les gens vivent assez bien. Il y a eu l'UNDP, là, c'est le PNUD, qui travaille en Arabie, justement. Je les ai rencontrés.
et notamment sur la vision 2030, où ils ont fait une enquête où l'extrême pauvreté n'existe pas en Arabie. En revanche, effectivement, il y a à peu près 10% de Saoudiens assez pauvres. Mais évidemment, c'est un État-providence qui aide, où tous les services sont gratuits, etc. Voilà. Madame. Oui, nous avons vu à Paris, il y a 2 ans, je crois à peu près, un très très beau film qui donnait à voir un peu la condition des femmes. Je ne sais pas, le milieu, c'était probablement un milieu bourgeois, oui. Ah bon, d'accord. C'était l'intitulé, c'était La bicyclette, je crois. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Et voilà. Et je voulais savoir si c'est un film qui avait pu être diffusé en Arabie. تصوير يعني انه يعني هل يعرض في السعوديه؟ ما احنا لغايه الان ما عندنا قاعات سينما. Est-ce qu'il a été diffusé par le biais de la télévision? لكن عرضوه في قاعه في جمعيه الثقافه والفنون في الدمام، أو هذه تابعة للحكومة، يعني هذه جمعية الثقافة والفنون. غير كده بنشوف الأفلام في التلفزيون أكيد يعني. بس مش التلفزيون مش في التلفزيون الحكومي، في القنوات Il n'a pas été autorisé à être diffusé, pourtant il a été autorisé à être tourné. Oui, mais ça, c'est comme les livres qui sont interdits en Arabie Saoudite et qui sont après en vente dans les foires du livre de Riyad. Et donc ça, ou des ministres il y a des ministres qui ont écrit des livres mais qui sont interdits à la vente, mais qui continuent d'être ministres. Donc voilà, ça c'est les charmes de l'Arabie Saoudite. Merci. L'Arabie Saoudite, c'est un pays où il y a pas de cinéma, mais il y a un cinéma. Donc le cinéma est... il y a même des festivals de cinéma, mais il n'y a pas de cinéma, c'est-à-dire de salle de cinéma. Donc voilà, ça fait aussi un pays à découvrir, puisque tout est possible là-bas, même si beaucoup de choses sont interdites. C'est une bonne conclusion. Merci. En fait, voilà, je suis très ravi pour voir, en fin de compte, un 3e roman, parce que ça fait quelques années que j'avais contribué à faire traduire Khatem de Raja Alim chez Actes Sud. Et en même temps, on avait fait ici à l'Harmattan faire sortir les nouvelles d'Arabie Saoudite. Donc je suis très ravi de voir un 3e roman chez l'Harmattan. Et j'espère qu'il y en aurait d'autres. Pour l'Arabie Saoudite, je dirais je suis très optimiste. Pour la simple raison, un pays qui se permet d'envoyer plus de 180 000 étudiants dans le monde tout entier. Ici en France, en Angleterre, aux États-Unis. Et cela, certainement, aurait des conséquences positives pour l'Arabie. Deuxième chose, je suis aussi optimiste malgré le poids des religions en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est l'un des rares pays, malgré le poids des religieux, que l'État n'a pas choisi une doctrine, une école théologique à imposer à la société. Le hanafisme existe, le shafiisme existe, le malikisme existe, le hanbalisme existe. Tandis si on va juste à côté en Iran, on sait bien qu'ils ont imposé une doctrine, une seule doctrine des chiismes, malgré que le chiisme ne peut pas se résumer à la doctrine choisie par l'Iran. Donc, ma question, en tant qu'écrivaine, qu'est-ce que vous imaginez pour la femme saoudienne d'ici 2030 ? Parce que si la Merci. يعني أعتقد إنه الوضع حيتحسن لأنه المرأة بتحاول. دائما أنا أقول إنه المرأة السعودية من أقوى نساء العالم، لأنه بالرغم من كل الظروف اللي هي موجودة فيها لكنها ما هي مستسلمة أبدا.
يعني خاضت معارك عشان تصير محامية. كان لا يسمح لها بالدخول لقاعة المحكمة، الآن صار يسمح لها. كلية الطب قبل ما تفتح في السعودية قبل 30 سنة كانوا العوائل يرسلوا بناتهم خارج السعودية، وهذا اللي خلاهم يفتحوا كلية الطب. فعلى طول عندنا مقاومة، على طول المرأة السعودية تحاول إنها ما تستسلم للي بيحصل، يعني حتى المجتمع بتقاومه. فيعني أعتقد إنه الأمور حتكون أحسن وأحسن. تقريبا يعني شبه متأكدة من هذا الشيء، عندي تفاؤل كبير إنه الأمور سايرة للأحسن. Donc elle est très optimiste et elle dit que la femme saoudienne n'est pas du tout résignée et qu'elle n'arrête pas de résister et qu'elle a donc aguerri, qu'elle s'est aguerrie dans cette résistance et que rien n'était acquis. Par exemple, être avocat, c'est quelque chose de nouveau, que ça n'existait pas avant. Elle l'a obtenu. Être médecin, femme médecin, c'était quelque chose d'inimaginable il y a 30 ans et les familles ont envoyé, vous me corrigez, leur fille à l'étranger pour étudier. Elles sont revenues en plus donc ouvrir des cabinets et c'est comme ça qu'aujourd'hui une fille peut étudier la médecine à l'intérieur du pays et donc elle croit qu'à force de lutte les choses ne peuvent que s'améliorer. Bon, la dernière question, parce que va être 8 heures, donc on va arrêter. Oui, j'étais intriguée parce que vous disiez tout à l'heure, madame, sur le fait que avant cette rupture de 79, donc les femmes saoudiennes vivaient de manière assez libre et moderne. C'est quelque chose qui m'était complètement inconnu. Et justement, je voulais savoir comment, par rapport à la génération de Hannah, la romancière, comment cette transmission ou pas s'est faite en fait. Comment on vit une telle rupture parmi d'une génération à une autre en fait. C'est mieux que Hannah vous réponde. قبل 79 وبعد انه كيف تعلمت كيف انت تعلمت ان هناك كان الوضع مختلف تماما. Pour être plus clair, peut-être qu'est-ce que sa mère, sa grand-mère lui racontait. Oui, c'est la traduction. النساء دايما هم اللي ينقلوا الحكايات، فأنا أسمع من أمي كيف كانت جدتي تعيش في شبابها. جدتي كانت في مكة تحضر حفلات وفيها شاعرات وكان عندنا يعني شاعرة معروفة كانت تعمل الأغاني اللي كانوا اللي نسمعها للآن يعني. فالحياة البسيطة والخالية من التعقيد ومن الدين المتشدد يعني أنا عشته في طفولتي، وبعدين تغير الوضع بعد جهمان بالتأكيد. لكن أنا من الجيل اللي كانت المناهج لسه ما تغيرت فيه، كانت المناهج معتدلة. وصرت بعدين لما أسمع إنه كيف صارت التغيير اللي حصل في المناهج يعني مؤلم ومفزع. فأعتقد إنه الجيل اللي بعدي هو اللي حصلت فيه القطيعة هذه، إنه صار التشدد فظيع في المدارس. لكن أرجع أكرر إنه النساء هم اللي يحكوا، هم اللي يجلسوا في البيت وهم اللي يسمعوا الحكايات. فهم يمكن من يعني الرفض للتشدد يكون يطلع من عندهم أفضل من الرجال، لأنه الرجال متأثرين بالشارع، لكن المرأة
اللي بتسمع كيف كانت أمها وجدتها عايشين، أعتقد إنه يصير الرفض عندهم أسرع. هذا يعني هذه قراءتي للموضوع، يمكن صح ويمكن لا. Donc les femmes sont toujours celles qui racontent, qui transmettent les histoires, et du fait aussi qu'elles sont à la maison, et du fait du coup qu'elles sont moins influencées par ce qui se passe dans la rue. Donc il y a une transmission qui se fait comme ça de femme en femme. Et par exemple, elle a grandi, elle a une enfance avant cette période. Elle a encore des souvenirs d'enfance d'avant, avec une grand-mère qui écoutait, ou la poésie, j'ai un peu oublié, qui était donc et qui était assez libérée en fait. Donc elle a connu cette époque. Et elle était aussi à l'école quand les manuels scolaires n'étaient pas encore imprégnés de cette religiosité extrême. Et le changement de ce point de vue-là dans les écoles, notamment dans les manuels scolaires qui jouent, évidemment, c'est extrêmement important. C'est juste après elle, en fait. Et j'ai oublié quelque chose, je crois, mais non, c'est à peu près ça. Hein. Ouais. Et la grand-mère de Hannah était de la Mecque, donc c'est à la Mecque que se déroulaient ces fêtes et ces rencontres donc avec une culture très ancienne et raffinée, et qui montre bien que au cœur de l'islam, on peut avoir une femme équilibrée. Et donc l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, on peut certainement regretter qu'elle ait un état, mais ça n'a pas toujours été comme ça, et donc bien sûr ça ne sera pas toujours comme ça. Donc on a une histoire que maintenant on a oubliée un peu partout, mais qui est une histoire très ancienne et très authentique, hein, puisque évidemment l'Arabie Saoudite est le seul pays arabe à ne pas avoir été colonisé. Bien, je vous remercie. Merci à tous.